Dans le cadre de l'atelier Sciences Po que l'on fait au lycée, j'ai contacté Thomas Piketty, économiste français et auteur du best-seller Le Capital du XXIe siècle, pour lui poser quelques questions à propos de son livre. Donc, ma première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet des inégalités et du capital au XXIe siècle? Oui, c'est en partie par hasard, c'est en partie parce que simplement je me suis rendu compte que ça n'avait pas été vraiment fait avant. C'est-à-dire que, comme j'explique dans l'introduction de mon livre, les gens parlent de ces questions depuis toujours, l'économie politique du 19e siècle, Ricardo, Karl Marx, tout le monde parle des inégalités, mais en fait avec très peu de données historiques. Donc c'est plutôt théorique et spéculatif. Et ce dont je me suis rendu compte, moi j'avais fait une thèse au départ qui était plutôt aussi assez spéculative, théorique, et bon, j'en avais un peu marre de faire des modèles mathématiques purement théoriques, et surtout je me suis rendu compte qu'il y avait toutes ces données historiques sur les inégalités de revenus, de patrimoine, qui n'avaient jamais été exploitées en partie, enfin essentiellement pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'était vu sans doute comme trop historique par les économistes, trop économique par les historiens, et donc personne ne s'était lancé là-dedans. Bon, en partie aussi parce que c'est assez pénible comme matériau à utiliser. C'est-à-dire qu'avant d'en arriver à des interprétations historiques intéressantes, des conflits entre groupes sociaux, politiques, qui sont quand même la partie la plus intéressante de l'analyse, on est quand même obligé d'abord de se coltiner tout un tas de problèmes statistiques assez pénibles pour tout le monde, et à commencer par moi. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça n'a pas été fait. Bon, aussi, c'est des choses qui sont plus faciles à faire aujourd'hui, c'est des recherches qui sont plus faciles à faire aujourd'hui, collecter des grandes quantités de données avec des réseaux internationaux de chercheurs, que c'était le cas il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans, où les gens faisaient ça pratiquement à la main, sur leurs fiches cartonnées. Enfin, je caricature à peine, hein, c'était quand même un travail, c'était alors là, pour le coup, encore plus réverbatif et encore plus héroïque, voire juste impossible. D'ailleurs, comment vous avez eu des statistiques aussi précises dans des époques aussi éloignées comme au XVIIIe siècle, dont vous pouvez parler dans votre livre? Alors parfois, en fait, bizarrement, les données du 19e siècle sur le patrimoine du 19e siècle peuvent être en fait encore plus précises que celles d'aujourd'hui, parce que pour une raison toute simple, c'est que comme il y avait beaucoup moins d'impôts qu'aujourd'hui, de cacher leur patrimoine dans des banques étrangères, parce que de toute façon les impôts étaient très faibles. Donc par exemple, une des sources que j'utilise, qui est les sources sur l'impôt sur la succession au 19e siècle, bon, c'est tellement faible les taux de l'impôt sur l'action au XIXe siècle que personne n'a vraiment besoin de cacher quoi que ce soit. Donc ce qu'on observe dans les sources fiscales, c'est très fiable et c'est très bien enregistré. La France en particulier, il y a des sources qui sont particulièrement bonnes en France parce que, comme je l'explique dans mon livre, la Révolution française a conduit à mettre en place un système fiscal très moderne pour l'époque, qui en particulier a supprimé tous les privilèges, donc c'est l'abolition des privilèges fiscaux de la noblesse, alors que dans beaucoup de pays, le système fiscal reste différent pour les nobles, les roturiers pendant très plus longtemps que ça, donc ça rend très difficile d'observer tout le monde dans la même source fiscale. Avec la Révolution française, l'impôt sur la succession se met à toucher tout le monde et aussi à toucher tous les biens immobiliers, professionnels, les terres, les immeubles, de la même façon, et en même temps avec des taux très faibles. Parce que c'est quand même une révolution bourgeoise, la révolution française, qui cherche pas à redistribuer les richesses comme ça, même s'il y a un peu de redistribution des terres des aristocrates dans ceux qui ne sont pas, c'est quand même, ça reste limité. Et en particulier l'impôt sur la succession, en tout le 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'est au maximum 2-3% quand vous transmettez de parents à enfants. Donc, franchement, ça vaut pas le coup de frauder pour éviter 2 ou 3%. Surtout qu'en plus, ça vous permet, le fait d'enregistrer vos propriétés, ça vous permet ensuite de pouvoir en jouir en toute sécurité. C'est-à-dire plus une façon, le but, c'est pas vraiment de redistribuer les richesses, c'est plus de sécuriser les droits de propriété. C'est pour ça, plus généralement, que ça laisse des traces, la propriété, les inégalités. C'est que c'est pas juste pour faire plaisir aux chercheurs et aux étudiants en filière SES. Tout ça, c'est parce que on en a besoin pour faire fonctionner la société, et en particulier du point de vue des propriétaires. C'est important d'enregistrer les droits de propriété pour faire en sorte que, voilà, si quelqu'un veut vous voler vos biens, vous puissiez faire appel à la force publique pour arrêter le manant en question. Donc, c'est pas dire, il y a des problèmes derrière qui sont, c'est pas juste des
amusements statistiques, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des vraies relations de pouvoir, de richesse, de détention. Et donc, ça donne une idée aussi des limites de notre capacité de mesure et d'observation de certaines inégalités de patrimoine aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'un gouvernement élu, il peut en 5 ans modifier durablement les inégalités qui persistent, hein, avec des méthodes peut-être? Avec des méthodes douces. Oui, ou dures, qu'importe, mais est-ce que vous pensez qu'en 5 ans c'est possible? Ben, c'est possible, mais c'est vrai que ça dépend avec quelle méthode. Bon, dans l'absolu, ça peut se faire très vite et d'une façon pacifique, avec voilà, un système très rationnel d'imposition, de droits sociaux, par exemple, où il y a plein de propositions qui sont faites, ou quand vous utilisez l'impôt sur la succession de patrimoine pour donner à chacun à 18 ans ou à 25 ans un capital de départ, pour que voilà, tout le monde ait le droit à la propriété, tout le monde ait le droit à la succession. Dans l'absolu, techniquement, ça pourrait être mis en place très vite et ça pourrait changer, réduire fortement les inégalités en quelques années. Après, ce que montrent les périodes historiques que j'étudie dans mon livre, c'est que les gens qui gagnent ne comprennent pas forcément que toujours l'intérêt. Et donc tout ça, et puis à l'intérieur de chaque groupe, il y a toujours, suivant la situation dans laquelle on est précise, on peut se retrouver à gagner, à y perdre, ou avoir l'impression de gagner, divers. Et en pratique, ces périodes de forte redistribution et diminution des inégalités sont souvent assez chaotiques et, par exemple, mettent souvent en jeu beaucoup d'inflation. Il y a une façon un peu chaotique d'organiser la redistribution. Parfois, ça va dans le bon sens. Ça permet, de fait, après, par exemple, après les guerres mondiales, pendant la Révolution française, ça a permis de ruiner des rentiers qu'on n'arrivait pas à ruiner autrement. Donc, ce que je veux dire par là aujourd'hui, par exemple, sur la question de la dette publique en France ou en Europe, il y a une façon très paisible qui est de dire, voilà, on va avoir une grande assemblée parlementaire de la zone euro qui va discuter de comment on rééchelonne la dette grecque, comment on annule certaines dettes. Puis il y a la version on sort de l'euro, on se met à imprimer des francs et des drachmes dans tous les sens. Et le pire, c'est que le problème de la version chaotique, c'est que ça peut parfois marcher, puis ça peut parfois partir complètement dans le décor. Et en même temps, la version idéaliste, démocratique, etc., que pour moi j'essaie de défendre, évidemment. Après, est-ce que j'y crois complètement? Est-ce que je pense que ça va se produire? Ça, c'est une autre histoire, quoi. Donc, voilà, on peut avoir une position comme intellectuel, comme chercheur, comme citoyen, à essayer de pousser pour le fait qu'il y ait des solutions démocratiques qui permettent de réduire les inégalités, de réduire les problèmes, bon, tout en étant conscient qu'en pratique, ça, des choses peuvent partir dans le décor et se faire de façon beaucoup moins paisible. Et donc, dans votre livre, qui s'intéresse peut-être pas seulement aux inégalités structurelles, est-ce que vous pensez pas avoir comme un petit peu négligé les inégalités dynamiques, plus superficielles, comme les femmes, l'inégalité des femmes? L'inégalité homme-femme, mais pourquoi Oui. vous appelez ça superficiel? Ah, pas superficielle, dynamique, je voulais dire dynamique. Enfin, pas dans le sens c'est moins grave, mais dans le sens c'est moins c'est moins ancré, c'est moins pris en compte, nous dirons. Alors, bon, ce qui est vrai, c'est que c'est moins pris en compte. Non, dans mon livre, ça fait partie des énormes limites de mon livre. Effectivement, tout ce qui concerne les inégalités liées au genre sont très peu présentes. En partie, enfin moi, mon excuse habituelle pour toutes les manques de mon livre, c'est de dire que voilà, les données ne permettaient pas d'en parler. C'est vrai en partie, donc c'est une excuse qui est en partie valable, c'est-à-dire que beaucoup des données historiques auxquelles j'avais accès ne permettaient pas au sein d'un couple de voir les inégalités entre hommes et femmes. Bon, après, c'est aussi un choix du livre, malheureusement, ça fait partie des limites du livre de ne pas avoir essayé d'aller au-delà de ces limites des sources. Bon, il y a plein d'autres limitations dans mon livre, c'est-à-dire qu'en particulier, globalement, mon livre est beaucoup trop, je dirais, européocentré ou occidentalocentré. Alors, là encore, c'est en partie parce que l'accès aux sources historiques sur les revenus et patrimoine dans les pays en développement était beaucoup plus difficile, donc il y a beaucoup de pays dont j'aurais aimé parler en Amérique Pourtant, du vous avez Sud. quand même beaucoup parlé des États-Unis. Alors voilà, je parle surtout de l'Europe, des États-Unis, du Japon, disons, du Canada, des pays développés. Mais c'est vrai que les pays en développement sont beaucoup moins présents.
C'est en partie parce que c'était difficile d'accéder aux données. Bon, mais c'est aussi que c'est un livre. C'est vrai que l'histoire des inégalités que je raconte dans ce livre est quand même très centrée sur le XXe siècle et les chocs liés aux guerres mondiales, la façon dont ça a réduit fortement les inégalités pendant un certain temps, comment ça a aussi transformé le système politique avec le développement de la sécurité sociale, de l'État-providence, de l'impôt progressif après 1945, alors que les élites refusait beaucoup de ces réformes jusqu'en 1914. Donc, c'est un livre qui est très centré sur la façon dont les chocs du XXe siècle ont transformé la structure des inégalités et comment, à partir de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, on revient un peu par certains côtés sur des niveaux d'inégalité d'avant ces chocs, d'avant 1914, même si on en est encore très loin, en tout cas au moins en France. Comment D'accord. est-ce que vous pensez qu'on pourrait considérer votre livre? Plutôt économique, sociologique, un livre d'histoire ou littéraire? Parce que vous avez cité du Balzac. Je sais pas dans quelle case. Enfin, même pas besoin de mettre dans une case, mais peut-être pourriez nous en dire un peu plus sur ça. Oui, bon, moi, disons, si vraiment il faut que je définisse, moi je me vois plus comme un chercheur en sciences sociales et je pense que les frontières entre économie, histoire, sociologie sont beaucoup moins claires que ce que certains cherchent parfois à prétendre. S'il fallait vraiment choisir une discipline absolument, je pense que c'est un peu plus un livre d'histoire finalement qu'un livre d'économie ou de sociologie. Mais je pense que de toute façon, ces frontières sont très artificielles. Bon, c'est pas un livre littéraire dans le sens où moi j'ai pas de talent littéraire et donc moi j'utilise la littérature pour la citer parce que je pense que la littérature elle offre une vision du monde qui est complémentaire à celle que les sciences sociales peuvent offrir dans le sens où c'est une autre forme d'expression qui parfois permet, alors la littérature, les romanciers ont une puissance évocatrice quand Balzac a parlé des conséquences de l'argent dans la vie des uns et des autres. Bon, il y a une espèce de puissance d'évocation que moi, je suis malheureusement pas capable d'atteindre. Un malheureux chercheur en sciences sociales peut pas avoir la même puissance d'évocation, mais c'est un autre langage, le langage plus des concepts de sciences sociales, des sources historiques, des statistiques moi, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que c'est complémentaire. C'est-à-dire les deux permettent d'apporter, le langage de la littérature, le langage des sciences sociales, permettent d'apporter des éclairages différents sur les mêmes questions. Et moi, beaucoup des questions auxquelles j'ai cherché à répondre sur l'évolution des successions, le dilemme de Rastignac, dont je parle dans le livre, un peu plus loin dans les chapitres, c'est des questions auxquelles j'ai eu envie de répondre en lisant de la littérature. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas opposer ces différentes formes de savoir d'approche de la réalité sociale. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. L'atelier Sciences Po de Fourmeux vous remercie. Et vous êtes bien sûr le bienvenu dans notre lycée si vous voulez faire un détour par les Pyrénées. Bon, merci, au Merci revoir. beaucoup. Bonne journée. Au revoir.